Bon, j'avais l'intention de vous montrer un certain nombre d'images sur le sujet qui va être le mien. Et en fait, le sujet qui va être le mien, je vais le résumer en une conclusion. C'est que le monde a commencé à se contracter, le monde économique a commencé à se contracter depuis 2007 dans la zone OCDE. Il y a une petite rémission depuis quelques années qui est due au surplus de production pétrolière qui a été mise en chantier aux États-Unis depuis quelques années. C'est une inversion provisoire de tendance. Et donc d'ici à ce que vous mouriez, il faut vous attendre à vivre dans un monde dans lequel il y aura globalement moins. Voilà. Ça, c'est la conclusion. Alors maintenant, je vais rentrer dans les explications. Et les explications passent par l'énergie. Mais c'est là. Donc en gros, pour les ingénieurs qu'il y a dans cette salle, jusqu'à maintenant, on a résolu un problème facile qui est de savoir comment gérer un monde en expansion. Et maintenant, on va commencer à devoir gérer un problème difficile, qui est de faire de l'optimisation sous contrainte dans un monde en contraction. Je peux vous assurer que notre président vient de confirmer qu'il est totalement à l'ouest en nommant de Rugy successeur de Hulot. Mais voilà, donc il n'a pas du tout compris ça. Il sort d'un bureau de Bercy où il pense que la croissance va continuer, pourvu qu'on actionne les bonnes manettes et les bons leviers. Mais ce n'est pas du tout ça qui va se passer. Alors qu'est-ce qui m'amène à cette conclusion ? Ce qui m'amène à cette conclusion, c'est que nous vivons aujourd'hui dans un monde dans lequel la production est assurée par des machines. Vous êtes habillés ici avec des vêtements qui ont été faits par des machines. Tous les gens qui portent des fibres synthétiques portent des résidus pétroliers sur eux, enfin des dérivés pétroliers pour être plus précis. Vous êtes assis sur des objets qui ont été faits par des machines. Vous êtes venus ici transportés par des machines. Vous allez manger ce soir avec de la nourriture qui a été transportée par des machines, cultivée par des machines, chauffée par des machines, etc., etc. Donc il n'y a pas une personne dans l'univers occidental aujourd'hui qui ne vive autrement que dans un univers de machines. Vous allez prendre un ascenseur, c'est encore une machine, vous allez prendre le métro, enfin bon, bref, tout ça c'est des machines. Et quand vous regardez la puissance du parc installé de machines sur Terre, vous avez affaire à quelque chose qui, au premier ordre, est 500 fois plus puissant que la puissance musculaire de l'humanité. D'accord ? Il y a un facteur de 1 à 500 entre la puissance musculaire de l'humanité et la puissance du parc de machines qui produit. Donc ce qui fait la production économique mondiale aujourd'hui, c'est les machines. Et dans les courbes que je ne vous montrerai pas, il y en a notamment une qui montre que depuis aussi longtemps que j'ai des statistiques un peu fiables, c'est-à-dire 1965, quand vous faites une régression sur combien il y a de PIB dans le monde versus combien le monde utilise d'énergie, c'est-à-dire met de machines en mouvement, vous avez une droite à peu près parfaite. Donc ce qui fait, donc l'énergie, le sujet dont j'ai l'intention de vous parler, c'est pas quelque chose qui est juste une facture dont il faut s'occuper à ses heures perdues. En fait, c'est une unité physique de flux qui mesure physiquement les flux qui sous-tendent l'activité économique. Voilà, c'est ça le point essentiel qu'il faut garder en tête quand on parle d'énergie. Donc, dis-moi combien le monde consomme d'énergie et je te dirai quel est son PIB, et dis-moi comment je vais contracter l'approvisionnement énergétique et je te dirai comment le PIB va baisser. Le PIB, il peut baisser, l'approvisionnement énergétique peut baisser pour deux raisons. La première, c'est que l'essentiel de ce qu'on utilise aujourd'hui dans le monde en termes énergétiques, donc ce qui met en route des machines, c'est des combustibles fossiles. C'est une autre manière de dire que l'essentiel des machines que nous utilisons aujourd'hui dans le monde utilisent des chaudières ou des moteurs à combustion interne. C'est une autre manière de dire ça, y compris l'essentiel des centrales électriques, puisque les centrales électriques sont des convertisseurs d'énergie, ça ne produit pas de l'énergie. Donc à chaque fois que le journal économique vous dit qu'il y a des producteurs d'énergie, non, il y a une grande loi dans le monde physique qui s'appelle la loi de conservation de l'énergie. Donc l'énergie, il est strictement interdit de la produire. Vous pouvez la transformer, il est totalement interdit de produire de l'énergie. Il est totalement interdit de la détruire aussi. Donc la loi de conservation vous dit, dans un système clos, l'énergie se conserve strictement, c'est pas à peu près, etc. Là, la contrepartie comptable, elle est assurée de manière parfaitement exacte. C'est avant et après, dans un système clos, c'est pareil. Donc l'énergie que nous utilisons sur Terre, c'est essentiellement de l'énergie fossile. Donc les machines qu'on met en mouvement, c'est essentiellement des machines thermiques. Et cette énergie, la part de l'énergie fossile dans l'approvisionnement mondial est stable, à peu près 80% du total, depuis les chocs pétroliers. Donc il n'y a pas eu ni l'essor du programme nucléaire dans les années 70-80, ni l'essor des éoliennes et des panneaux solaires récemment, n'ont significativement changé ce pourcentage global d'énergie fossile dans le mix énergétique mondial qui est de 80%. Dans les graphes auxquels vous avez échappé, il y en a notamment un sur la variation de la production électrique dans le monde sur les 10 dernières années, et vous verrez que ce qui arrive en tête en termes d'augmentation, ce n'est pas du tout le solaire ou l'éolien, c'est le charbon. Donc les éoliennes et les panneaux solaires, c'est les cache-sexe. Ce qui se passe vraiment en ce moment dans le monde, c'est qu'on continue à augmenter la production électrique au charbon. Donc, donc cette énergie qui met la machine économique en route, c'est essentiellement des énergies fossiles, même en France. Quand vous regardez l'énergie qui rentre dans une machine,
qui nous sert à quelque chose, qu'il s'agisse d'un frigo, d'une presse à emboutir, d'un four à ciment ou d'un camion, eh bien, 75% de cette énergie finale en France, elle est d'origine fossile aussi. Donc la France est massivement fossile, ça n'empêche pas depuis 10-15 ans le gouvernement de mettre massivement le pognon dans l'électricité, mais ce n'est pas là qu'est le problème en termes de climat. Alors la confusion entre les deux est telle que le maire de la bonne ville qui nous héberge aujourd'hui, c'est-à-dire Anne Hidalgo, quand elle explique qu'elle va rendre Paris neutre en carbone, le premier truc qu'elle dit, c'est qu'elle va supprimer l'approvisionnement d'origine nucléaire. Bon, alors il est prouvé qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences particulières en physique pour devenir maire, mais elle confond deux problèmes. C'est deux trucs qui n'ont rien à voir. Si on est pour ou contre le nucléaire, c'est hors problème climat. Ce n'est pas un problème climat. Donc l'énergie, même en France, qui mobilise l'essentiel des machines qui nous rendent la vie si douce, c'est des combustibles fossiles, comme partout. Alors les combustibles fossiles ont une caractéristique, c'est que leur temps de formation, leur temps caractéristique de formation, pardon pour la répétition, est de l'ordre de quelques dizaines de millions d'années. Donc aux échelles de temps qui nous intéressent, il n'y a pas de renouvellement du stock. Et quand vous tapez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, qu'il s'agisse de votre héritage ou qu'il s'agisse des combustibles fossiles, eh bien, l'approvisionnement en provenance du stock fait ça. On part de zéro. Si vous avez un stock de vis que vous ne savez pas renouveler dans un magasin, eh bien, quand les consommateurs viennent acheter des vis, il y a un moment où le stock devient nul. Voilà, vous ne pouvez pas avoir un nombre indéfiniment croissant de clients venant acheter chaque jour un plus grand nombre de vis. Ça ne marche pas. Eh bien, là, c'est exactement pareil pour les combustibles fossiles. Ça croît, puis ça va décroître. Alors, il y a un certain nombre de pays dans lesquels cet approvisionnement est déjà en train de décroître, enfin, où la production est déjà en train de décroître. Par exemple, la mer du Nord, qui fournit encore une bonne partie du pétrole européen, à peu près un quart, est en déclin depuis 2000. Elle a perdu la moitié de sa production. Voilà, c'est normal. On tape dans un truc, encore une fois, qui a mis des dizaines ou des centaines de millions d'années à se faire. Il y en a plus, puis après, il y en a moins. L'Afrique, globalement, a passé son pic de production en ce qui concerne le pétrole à la fin des années 2000, etc. Donc, vous avez d'abord ça croît, puis ça décroîtra. Donc, même si on se fout du climat, il y a un moment où l'approvisionnement décroîtra. Et en fait, dans la zone OCDE, c'est 2007 le point de bascule. Il y a un tout petit lien avec la crise de Lehman Brothers dans ma lecture physique du monde. 2008, la crise de Lehman Brothers. Et soit dit en passant, les conditions sont en ce moment en train de se réunir exactement de la même manière pour qu'on ait la réédition de ce genre d'épisode, c'est-à-dire ralentissement sur la production pétrolière. La production pétrolière mondiale n'augmente quasiment plus maintenant depuis 2 ans et demi, et encore on met dans le pétrole des trucs qui n'ont rien à y faire et qui viennent du gaz. L'endettement est revenu à un maximum historique, et c'est donc la même conjonction qu'on risque d'avoir, décélération des flux productifs ou stagnation des flux productifs avec endettement qui augmente. Donc ça fera boum un jour ou l'autre, je ne sais pas quand, et très vraisemblablement avant la fin du mandat de Macron. Donc bah ouais, s'il ne voulait pas faire un métier difficile, il fallait qu'il fasse autre chose. Donc si on regarde il y avait des tas de possibilités ailleurs. Si on regarde donc la question de l'épuisement, donc il y a un sujet amont qui est le fait qu'on peut physiquement en manquer parce que c'est un stock qui est donné une fois pour toutes. Et il y a un sujet aval qui est qu'une fois qu'on met le résidu de la combustion des combustibles fossiles dans l'air, qui s'appelle du dioxyde de carbone, on met dans l'air une molécule qui est très stable, parce que tous les oxydes sont très stables. Tous les métaux, on les trouve sur Terre sous forme d'oxyde, c'est des trucs qui sont stables sur des milliards d'années. Et donc, une fois que le CO2 est dans l'air, il n'a pas envie de s'en aller. Alors, il y a quand même des processus d'épuration, mais dont aucun n'est strictement chimique. Et le temps qu'il faut attendre pour qu'un surplus de CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère s'épure, le temps caractéristique, c'est plus de 10 000 ans. Ce qui est une autre manière de dire que le changement climatique est un processus totalement irréversible. Et non seulement il est totalement irréversible, mais le jour où on commence à constater des trucs qui nous emmerdent vraiment, la seule garantie qu'on a à ce moment-là, c'est que ça sera pire derrière. C'est un peu comme le fumeur qui se décide à arrêter de fumer le jour où on lui dit « Vous savez, vous venez d'avoir un AVC. » Bon, ok, il peut arrêter de fumer à ce moment-là, ça ne lui supprime pas son AVC. D'accord ? Donc là, c'est exactement pareil en ce qui concerne le changement climatique. Il ne faut pas attendre d'avoir les emmerdements pour agir, parce qu'à ce moment-là, c'est trop tard. Enfin, quand je dis les emmerdements, on commence déjà à les avoir, mais des emmerdements intolérables, on va dire. Au milieu de tout ça, vous fonctionnez, je fonctionne, parce que je suis chef d'entreprise, avec une convention qui est la convention économique, qui est une convention qui, par définition, est myope sur les problèmes que je viens d'évoquer. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont dans cette salle et qui connaissent un peu la compta, c'est normalement tout le monde, il n'existe pas dans la façon dont on tient les comptes de notre activité productive, de dotation aux amortissements pour consommation de ressources naturelles, non renouvelables, ni de provision pour risque, pour perturbations environnementales futures.
D'accord ? Or, avec n'importe quelle convention pas plus idiote qu'une autre, je vous annule le résultat net de n'importe quelle entreprise si je mets ces deux facteurs dans la balance. C'est une autre manière de dire qu'aujourd'hui, ce qu'on croit être la croissance économique est une pure convention comptable. Aussi bien, je pourrais vous expliquer que c'est de la décroissance économique puisqu'on est en train de foutre en l'air des actifs naturels pour remplacer ça par des autoroutes et des immeubles, et c'est notre convention qui nous fait dire c'est mieux. Mais on pourrait aussi bien prendre une convention qui nous fait dire c'est moins bien. C'est une affaire de convention. Ce qui est sûr, c'est que on a un climat qui se réchauffe et des autoroutes. Voilà, on a les deux à la fois. Mais est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien ? Bah, c'est une affaire de jugement de valeur. Par contre, avec la convention qu'on utilise aujourd'hui, on ne peut que conclure que c'est mieux, puisqu'on a compté en plus ce qu'on a ajouté et on n'a pas compté en moins ce qu'on a enlevé. Si vous, dans vos entreprises, vous avez des comptabilités qui sont des chiffres d'affaires sans charge, vous allez être très profitable. Bon, un jour, vous finirez à la barre du tribunal, le jour où vous êtes rattrapé par le fait que votre trésorerie ne se comporte pas comme votre absence de comptabilité. Mais c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est en train de tenir les comptes de notre activité productive avec une comptabilité sans charge. L'argent ne paye que des hommes, ça ne paye que ça. L'argent ne paye pas l'apparition dans l'environnement de la ressource qui est pourtant indispensable à notre production. Je reprends l'exemple de tous les gens qui sont habillés. Si d'un coup de baguette magique, remarquez, peut-être que ça pourrait être rigolo pour certains, je faisais instantanément disparaître tout ce qui vient du pétrole et qui vous habille en ce moment, voilà, ça donnerait une scène de film assez rigolote, voilà, là vous constateriez qu'il y a des choses qui sont indispensables à la production et on ne les a pas payées parce que vous n'avez pas payé la formation du pétrole. Vous avez payé son extraction, c'est-à-dire des gens qui sont allés le chercher et des gens qui le font sortir. Vous n'avez pas payé son existence. Le pétrole est aussi gratuit que le vent. Le pétrole est aussi gratuit que le vent. Comme du reste, tout ce qui se trouve dans la nature. Et je vais finir par ça, c'est justement parce que le pétrole est aussi gratuit que le vent qu'on est passé du vent au pétrole. Il y a 2 siècles, ou il y a 3 siècles plus exactement, 100% de l'approvisionnement énergétique mondial était renouvelable. 100%. Donc le monde renouvelable est le monde dont on sort. D'accord ? Donc il y a 2-3 siècles, 100% était renouvelable. La marine avançait avec du vent, c'est renouvelable. Les transports avançaient avec des bestiaux, nourris à la biomasse, parfaitement renouvelable. Les forges fonctionnaient avec du bois, alors en l'occurrence qui était déjà plus renouvelé, mais enfin qui en théorie aurait pu être renouvelable. On séchait la luzerne avec du soleil, parfaitement renouvelable, etc., etc. Donc toute l'énergie qu'on utilisait, on avait des moulins à eau parfaitement renouvelables, des moulins à vent parfaitement renouvelables, etc. Donc toute l'énergie qu'on utilisait il y a 3 siècles était 100% ENR. Et la raison pour laquelle on est passé aux énergies fossiles, c'est parce que ça permet d'extraire de l'environnement avec peu de travail humain des quantités d'énergie considérablement supérieures et donc de mettre en route un exosquelette qui est le système industriel que nous avons aujourd'hui considérablement plus gros. Donc c'est grâce aux énergies fossiles qu'on a fait Iron Man pour de vrai, chacun d'entre nous, parce qu'on pouvait avoir un beaucoup plus gros exosquelette par personne avec ces machines-là qu'avec simplement des moulins à eau et des moulins à vent et de la marine à voile. Donc le chemin qui consisterait aujourd'hui à aller dans l'autre sens ne se fera pas à iso-économie. C'est physiquement totalement impossible. Donc un avenir 100% ENR est un avenir où la production économique est significativement contractée par rapport à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on en est à la COP24, la 4e réunion, conférence des parties pour s'occuper du climat, et que depuis la COP 1, les émissions continuent d'augmenter. Parce que contracter volontairement les émissions de CO2, c'est contracter délibérément l'économie au sens où on la compte aujourd'hui. C'est ça, en gros. Alors, même les gens qui disent c'est horrible, on ne peut pas faire une chose pareille, donc je les rassure, grâce à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que les ressources sont finies, ça nous arrivera de toute façon. Donc de toute façon, ça se contractera. Et c'est pour ça que je dis on est face à un monstrueux problème d'optimisation sous contrainte, on le gère ou on le subit. Mais c'est comme votre vieillissement, vous n'y échapperez pas. Vous le gérez ou vous le subissez. Mais vous ne pouvez pas dire je veux pas. Je veux inverser la flèche du temps quand même, c'est quand même trop désagréable de vieillir. Donc voilà, donc c'est ça les conclusions majeures qu'il faut retenir autour de la question énergétique, c'est que l'énergie, c'est pas une ligne de charge dans un compte d'exploitation, c'est le sang qui nourrit le système industriel et donc l'humanité mondiale aujourd'hui. Je fais partie des gens qui sont extrêmement perplexes sur l'idée de voir toujours 7 à 10 milliards d'êtres humains vivre sur Terre sans combustible fossile. Sans combustible fossile, vous perdez un facteur 8 dans les rendements agricoles,
Les rendements agricoles en France, c'était 10 quintaux hectares de céréales sur les terres du plateau de Saclay, qu'on est stupidement en train de bétonner. C'est monté à 80, en pensant que ça sera très bien pour monter dans le classement de Shanghai, j'ai quelques doutes. En passant à 80 quand on a eu les tracteurs et les engrais, 2 fois des combustibles fossiles. Les phytosanitaires, c'est encore un dérivé des combustibles fossiles, c'est un dérivé de l'agrochimie, c'est un combustible fossile. Donc on est monté à 7 milliards d'individus, capables de se nourrir et d'avoir une espérance de vie de 60-70 ans à la naissance, parce que même en Inde, c'est 70 aujourd'hui, enfin pas loin, c'est grâce aux combustibles fossiles. Donc dans un monde sans combustibles fossiles, il y a aussi une question qui se pose sur la taille de la population, un tout petit peu aussi. Voilà, donc on dépend vraiment aujourd'hui de cette énergie abondante et pas chère, et on commence aujourd'hui à petite dose à en être privé en Occident. Et quand vous regardez comment ce truc doit normalement se manifester dans le monde économique, vous tombez sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Des banlieues qui ont une vie plus difficile, une concentration des richesses, etc. Tout ça est cohérent avec une contraction non gérée du système. Et mon sentiment, c'est que d'ici à ce que je meure, malheureusement, le processus va s'accélérer. Enfin, malheureusement. Je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais enfin, le processus va s'accélérer. Dernier point avant de lâcher le micro, alors ça c'est plutôt la note positive, les problèmes d'optimisation sous contrainte, c'est une force traditionnelle française. C'est une force, enfin c'est le boulot de l'ingénieur, hein, l'optimisation sous contrainte. Donc c'est une force traditionnelle française. Donc puisqu'il va falloir y aller de toute façon, je fais partie des gens qui pensent qu'on devrait plutôt se retrousser les manches et se dire allons-y, même si on va beaucoup transpirer et avoir des efforts, plutôt que d'attendre tranquillement d'avoir une coalition Mélenchon-Le Pen, ce qui finira par nous arriver en ligne de pente si on reste les bras croisés. Voilà, en gros.